Bon après-midi, mesdames, messieurs. Après le ministère délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État ce matin, c'est le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières qui s'invite au Salon de l'action gouvernementale cet après-midi. Les questions relevant de ce département ministériel sont, comme chacun le sait, très sensibles et plus encore, elles sont dans l'air du temps, avec une actualité qui fait beaucoup parler d'elle depuis plusieurs semaines et sur laquelle nous reviendrons très certainement dans le cours de cette conférence. Mais permettez-moi d'abord, mesdames, messieurs, de souhaiter la bienvenue au ministre Henri Eyébert ici. Bon après-midi, monsieur le ministre. Bon après-midi, monsieur Alain Belibi. Et d'annoncer qu'il va nous entretenir avant les questions avec le public sur les procédures domaniales, cadastrales et foncières, les expropriations et les indemnisations, les déclarations d'utilité publique, entre autres. Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs les promoteurs du Salon de l'action gouvernementale SAGO 2022, monsieur Alain Belibi, modérateur de la présente communication publique, mesdames et messieurs les journalistes, chers participants, mesdames et messieurs, recevez tous et chacun mes salutations chaleureuses et cordiales en cet après-midi du mercredi 29 juin 2022, à l'occasion de la présente communication publique qui s'inscrit dans le cadre des Journées du foncier au titre de la 11e édition du Salon de l'action gouvernementale SAGO 2022. Ladies and gentlemen, I'm delighted to convey to you my warm greetings to you all and to everyone. Je voudrais saisir en amont et à titre liminaire la prise de parole qui m'est offerte pour adresser mes remerciements et mes salutations fraternelles à mon collègue, le ministre Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le département ministériel au sein du gouvernement de la République, qui est porteur des activités de cette édition du SAGO 2022, dont le thème central est la modernisation de l'administration camerounaise comme levier majeur d'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement SND 30. J'exprime à mon collègue ma profonde gratitude, lui qui est passé sur le stand du MINCAF, comme cela m'a été indiqué. J'enchaîne avec mes remerciements, au chapitre de ces remerciements, avec vous, M. Alain Belibi, le modérateur, que vous êtes pour vos propos d'accueil fort stimulants. Mes remerciements au promoteur du SAGO, M. Patrice Assiga, et à toute votre équipe. Je voudrais vous remercier également, mesdames et messieurs, vous tous les participants invités, qui avez bien voulu sacrifier votre temps pour prendre part à cet événement. Je marque une attention particulière à l'endroit des hommes et des femmes des médias, vous tous, qui assurez le relais au sein de l'opinion publique de l'information reçue et partagée ici tous ensemble, en l'occurrence sur cet événement et sa thématique. Ces civilités d'usage étant accomplies et satisfaites, mesdames et messieurs, ma communication de circonstances a pour thème central le MINCAF face aux mutations sociales, les grands chantiers d'une refondation. J'ai choisi de l'articuler en 5 points principaux avec, en amont de ce qui touche au grand chantier du MINCAF, 3 points. Il y a 5 axes et 3 en amont. Les missions et responsabilités du MINCAF au sein du gouvernement de la République, pour les rappeler.
les programmes gouvernementaux annuels validés et exécutés par le MINCAF, en deuxième lieu, les réalisations majeures du MINCAF de 2019 à 2022. Comme je l'ai indiqué, le quatrième point principal est constitué de ces grands chantiers engagés par le MINCAF pour une refondation du secteur foncier, domanial, cadastral et patrimonial, et en aval, pour terminer, les actions prioritaires et actuelles du MINCAF. Je voudrais commencer par le premier point pour répondre à la question de savoir quelles sont les missions et responsabilités du MINCAF au sein du gouvernement de la République. La réponse se trouve dans les dispositions du décret, du texte organique du gouvernement, et de celui portant texte organique du MINCAF, le décret 2012-390 du 18 septembre 2012 portant organisation du MINCAF. Principalement, ce département ministériel, donc j'ai l'honneur d'avoir la charge, est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière domaniale, cadastrale, foncière et domaniale. De façon spécifique, dit le texte, le MINCAF est chargé de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur domaniaux, cadastraux et fonciers, de la gestion des domaines publics et privés de l'État, de la gestion du domaine national avec les propositions d'affectation, de la protection des domaines publics et privés de l'État contre toute atteinte en liaison avec les administrations concernées, de l'acquisition et de l'expropriation des biens immobiliers au profit de l'État, des établissements publics administratifs, des collectivités territoriales décentralisées, des sociétés à capital public, en liaison avec le ministère des Finances et les organismes et administrations concernés. Il est également chargé de la gestion et de l'entretien du patrimoine immobilier de l'État, de la gestion et du suivi des locations administratives, de l'élaboration et de la tenue des plans cadastraux, de la réalisation de toutes les études nécessaires à la délimitation des périmètres d'intégration cadastrale et enfin de la constitution et de la maîtrise des réserves foncières en relation avec le ministère de l'Habitat et du développement urbain et en liaison avec les autres administrations concernées. Voilà le périmètre des domaines d'attribution du MINCAF. Et dans le cadre de ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire du gouvernement de la République, le MINCAF appartient au secteur des infrastructures. La SND 30, le nouveau cadre de référence de l'action gouvernementale, assigne à ce secteur, infrastructure, comme orientation stratégique, donc, la poursuite de la modernisation de la gestion domaniale, cadastrale et foncière, à travers la mise en place d'un vaste programme de digitalisation du cadastre, le renforcement de la sécurisation du domaine public et des documents fonciers. Le gouvernement s'est engagé, à travers le MINCAF, à faciliter, dans le cadre de cette SND 30, faciliter l'accomplissement des procédures pour réduire les délais et les coûts, permettre aux citoyens et aux opérateurs économiques de profiter, pleinement des opportunités et des incitations contenues dans la législation foncière et domaniale. En somme, replacer l'infrastructure terre dans son rôle véritable d'accompagnement des uns et des autres dans leurs projets pour atteindre les objectifs de développement économique et social. Il fallait camper ce dont s'occupe le MINCAF au sein du gouvernement de la République par rapport à son domaine d'attribution et par rapport à la SCD 30. En point 2, j'ai pensé présenter sommairement, davantage les indiquer sans développer, dire que comme chaque département ministériel, le MINCAF exécute des programmes gouvernementaux annuels ou pluriannuels qui sont validés par le Premier ministre du gouvernement. Aux côtés des missions régaliennes et des orientations stratégiques de la SND 30, le MINCAF met en œuvre 5 programmes gouvernementaux, donc 4 opérationnels et un programme support. Le premier, c'est le programme de modernisation du cadastre par la digitalisation. Il s'agit d'œuvrer pour parvenir à un cadastre numérique digitalisé, apte à répondre aux défis de la gouvernance foncière moderne, en contribuant ainsi à l'amélioration de la gestion foncière domaniale, l'amélioration du climat des affaires, l'optique étant d'assurer une gestion rationnelle du patrimoine foncier national, de limiter les conflits fonciers, d'accroître les recettes cadastrales et d'accompagner le développement des infrastructures.
Le programme 2 est le programme de protection et développement du patrimoine de l'État. Son ambition, c'est de répondre à la problématique de la maîtrise, de la consistance du patrimoine de l'État. Le cap est mis sur la matérialisation de l'option de comptabilité patrimoniale au niveau de l'Afrique centrale, communauté de la CEMAC. Il s'agit d'améliorer la gestion du patrimoine de l'État pour en assurer la valorisation optimale à travers son développement. Le programme 3, c'est la protection et la valorisation des domaines. Répondre à la demande de plus en plus croissante en assiette foncière sécurisée pour la réalisation des projets de développement et assurer une gestion efficiente du domaine public et du domaine privé de l'État. Le programme 4, c'est le programme optimisation de la gestion des affaires foncières. Programme nouveau depuis cette année, 2022, pour répondre à la demande de plus en plus croissante en assiette foncière sécurisée destinée à la réalisation des projets de développement et pour assurer une gestion efficiente du domaine public, domaine privé de l'État. Nous avons, à travers l'optimisation des affaires foncières, le souci de concourir à la réduction des délais, des coûts des procédures et garantir la fiabilité des actes et documents fonciers produits. Programme optimisation de la gestion des affaires foncières. Il y a un programme support, c'est le programme gouvernance et appui institutionnel. Voilà les programmes, les 5, 4 opérationnels ou techniques, et un support que conduit et exécute au sein du gouvernement de la République le MINCAF. En point 3, j'ai voulu donner une idée des réalisations majeures du MINCAF de 2019 à 2022. Le MINCAF est une administration transversale qui accompagne des structures publiques et privées en vue de la réalisation de leurs projets dans différents secteurs d'activité. Il met à leur disposition des assiettes foncières sécurisées et disponibles, des biens immobiliers bâtis pour habiter les services, des immeubles, des personnels de l'État, ainsi que des missions diplomatiques, consulaires ou les organismes internationaux. C'est dans ce sillage, donc, que se sont déroulées les activités et pour parler réalisation, c'est dans les 4 programmes majeurs que j'ai indiqués tout à l'heure que nous avons enregistré des statistiques positives qu'il n'est pas indispensable de décliner pour chacun des domaines. Le premier étant la modernisation du cadastre, des chiffres existent, la mise en place des infrastructures techniques, la codification des coûts des travaux cadastraux, le relèvement des plateaux techniques des services du cadastre, la poursuite de la densification de l'implantation des bornes, la réalisation de la quasi-totalité des prestations contractuelles d'un projet financé avec un partenaire, par le gouvernement, avec un partenaire, la BAD, c'est le PAMOCA. Réalisation également pour la protection et le développement du patrimoine de l'État. De façon classique, il faut le dire, nous avons assuré le paiement des loyers et des baux administratifs. Il est bon d'évoquer chacun des volets pour que chacun se reconnaisse, tout au moins, comme partenaire de l'État. Apporter un appui technique à la réhabilitation des résidences, assurer des logements pour des bureaux et des personnels, accompagner les entités publiques pour l'acquisition de mobilier, acquisition ou réforme des véhicules, accompagner les entités publiques dans leurs expertises immobilières pour la signature des conventions d'acquisition d'immeubles bâtis au service de l'État. Au registre de l'optimisation de la gestion des affaires foncières, il est bon de signaler certains chiffres. Nous avons, par exemple, à travers l'acquisition des documents d'établissement des titres fonciers, réalisé en 2021, l'établissement de 9 316 titres fonciers, donc 2 512 au profit des femmes, 1 566 au bénéfice des personnes morales de droit public. Nous avons accompagné les investisseurs pour l'amélioration constante du climat des affaires à travers la mise en place avec le MINFI des guichets uniques de facilitation des transactions foncières, des guichets uniques pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité foncière au sein d'une même conservation foncière
C'est un arrêté conjoint MINCAF-MINFI qu'il a fait depuis le 18 juin 2018. Nous avons également optimisé la gestion des affaires foncières à travers des prescriptions, il est important de le souligner, que nous avons consignées dans différentes lettres circulaires, nous pourrons y revenir, fixant les procédures à suivre, des mesures urgentes et permanentes pour l'optimisation de la gestion du patrimoine foncier national et pour le traitement des dossiers. C'est un tournant décisif qui a été engagé, d'autant qu'il se combine avec une exigence, le cap qui a été mis sur la restauration de l'orthodoxie dans ce domaine. Étant entendu que la lettre et l'esprit, conformément à l'esprit des textes, nous travaillons pour garantir ce qui est prévu, la sauvegarde d'un espace vital pour les collectivités coutumières, pour les communautés locales, pour réduire les litiges fonciers, pour fluidifier le traitement des dossiers initiés dans le respect du cadre législatif et réglementaire, particulièrement en ce qui concerne la gestion du domaine national. C'est dans cet esprit, autant le mentionner, que par une lettre du 2 février 2022, le MINCAF a constaté simplement ce qui découlait des dispositions de la loi, a proscrit la reconnaissance et l'admission des attestations de certificats d'abandon des droits coutumiers, constater leur nullité, proscrit donc la reconnaissance et l'admission de ces documents dans le cadre des procédures d'immatriculation directe ou des procédures de concession concernant les dépendances du domaine national. J'ai parlé du programme 4, production et valorisation des domaines. Nous avons décliné nos activités dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, avant donc, comme je l'indiquais, de nous assurer que les dispositions ont été prises pour garantir une bonne exécution des programmes et le fonctionnement normal des services. Voilà pour ce qui concerne l'exécution du programme. L'accent a été mis sur ce point relatif à la réalisation, sur la restauration de l'éthique du service public. Et je mentionne ici que nous avons mis en place un numéro vert dans le cadre de la lutte contre des comportements déviants, parallèlement à la célébration de l'excellence comportementale et managériale pour ceux qui le méritaient. Cérémonie de célébration de l'excellence managériale et comportementale des agents publics du MINCAF est mise en place d'un numéro vert pour lutter, contribuer, permettre aux citoyens de contribuer à la lutte contre la corruption dans notre secteur. C'est cela qu'il était bon de signaler. En point 4, point clé, il s'agit de parler de ces grands chantiers du MINCAF. Quels sont-ils? Grands chantiers du MINCAF pour la refondation du système foncier national. On peut les développer, il faut d'abord mentionner simplement que nous avons retenu 4 plus 1, donc 5 chantiers, grands chantiers majeurs du MINCAF. Le premier, c'est la finalisation du projet de réforme foncière prescrit par M. le Président de la République pour la mise au point de l'avant-projet de loi portant régime foncier et domanial au Cameroun, nouveau régime foncier et domanial au Cameroun. C'est une véritable refondation du système foncier national qui est envisagée parce qu'il s'agit d'une réforme globale, inclusive, selon une méthodologie participative, et elle comporte des objectifs, 10 objectifs, qui peuvent être précisés dans la fiche correspondante. Oui, un premier chantier, la finalisation du projet de réforme foncière qui a été prescrit par son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, comme nous le savons, à l'occasion du comice agro-pastoral des Bolova. Le deuxième grand chantier, c'est la poursuite de la mise en œuvre intégrale des dispositions constituant le cadre juridique en vigueur découlant des ordonnances de juillet 1974 portant régime foncier domanial au Cameroun. Poursuivre la mise en œuvre de ces dispositions en l'état de ces ordonnances de juillet 1974 et des textes subséquents, en capitalisant les acquis des aménagements législatifs et réglementaires subséquents,
et en capitalisant les enseignements tirés de la pratique sur le terrain depuis lors. C'est ce que nous avons choisi de faire. Depuis 1974, il y a eu des lois modifiant l'ordonnance 114, des décrets d'application, des arrêtés, un dispositif réglementaire. Nous avons choisi comme grand chantier d'aller jusqu'au bout de ce que 1974 a déjà mis en place comme cadre juridique de référence en amont, pour tirer les enseignements permettant d'alimenter la conduite de la réforme foncière et domaniale engagée depuis 2011. Troisième grand chantier, c'est implémenter le nouveau régime financier de l'État de 2018. Et je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes engagés dans la mise en place de la comptabilité patrimoniale de l'État avec des actions conjointes entre le MINCAF et le MINFI. Vous avez entendu parler du guichet unique, des guichets uniques, et vous avez suivi également l'inventaire que nous avons engagé pour le patrimoine de l'État, opération sur l'ensemble du territoire national sans doute, mais avec une première activité pilote dans le littoral, dans le Vouri. Quatrième grand chantier, c'est l'optimisation de la gestion du patrimoine foncier national. En deux mots, c'est la poursuite de la déclinaison de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, à savoir l'explicitation des dispositions en vigueur, celles découlant de l'ordonnance 114, ainsi concerne les procédures d'accès à la terre par l'établissement des titres fonciers, établissement et délivrance de titres fonciers à partir du domaine national, donc la gestion du domaine national, poursuivre l'optimisation de ce patrimoine foncier national par une maîtrise du domaine foncier, celui de l'État et celui des particuliers, concourir en même temps au plan technique à travers le cadastre à une consignation dans un cadastre numérique de l'ensemble du territoire national de façon à en tirer le meilleur en termes de mise à disposition des terres au profit des demandeurs et des investisseurs de façon générale, nationaux, étrangers. Quatrième chantier, optimisation de la gestion du patrimoine foncier national. Et enfin, cinquième chantier, facilitation de l'accès à la terre pour tous. Pour tous, investisseurs, privés, nationaux et étrangers, et toutes catégories sociales, hommes, femmes et jeunes. Nous aurons l'occasion sans doute d'y revenir en soulignant d'ores et déjà qu'il n'existe aucune discrimination négative dans notre système juridique, ni à l'endroit des hommes, ni à l'endroit des jeunes, et plus tard on le dira, ni à l'endroit de la diaspora. Il y a des incitations positives. Il s'agit de garantir la facilitation, d'œuvrer à la facilitation à la terre pour tous, pour la réalisation des projets de développement, l'exécution des projets soumis par les uns et les autres. Le point 5, au-delà des grands chantiers, et pendant que se poursuivent, se configurent les grands chantiers, quelles sont les actions prioritaires et actuelles du MINCAF? Nous avons voulu partager avec vous ce que nous estimons et nous faisons en priorité dans 3 domaines essentiels. L'appropriation des réformes managériales qui ont été édictées depuis mars 2020, les circulaires qui ont été engagées pour une application effective, intégrale des procédures instituées, par exemple, pour l'obtention des titres de propriété foncière par tous, personnes physiques et morales, collectivités coutumières, sur l'ensemble du territoire national, obtenir un titre foncier. Par quelle procédure? Nous avons mis l'accent et nous travaillons en priorité sur le renforcement de la restauration de l'éthique du service public, la lutte contre la corruption et l'assainissement des comportements des personnels au sein du MINCAF, promotion de l'excellence managériale et comportementale pour les uns et répression des comportements déviants pour les autres. L'accent, enfin, actions prioritaires et actuelles, l'accent est mis sur la recherche de la maîtrise des coûts et délais des procédures.
à travers une codification des taux de contribution des usagers à l'exécution de certaines missions pour l'instruction de certains dossiers, codification des taux, codification des délais également à respecter pour le traitement de certains dossiers au niveau du MINCAF. 3 actions prioritaires: appropriation des réformes engagées par lettre circulaire, renforcement de la restauration de l'éthique du service public, l'un des chantiers majeurs, et même le chantier majeur numéro 1 que j'ai engagé depuis mon entrée en fonction en janvier 2019. Et enfin, recherche de la maîtrise des coûts, des délais de procédure. Les coûts sont élevés, nous travaillons à les réduire. Les délais sont longs, nous travaillons à les réduire en faisant la part qui dépend, en maîtrisant le volet et la part qui revient en termes de responsabilité au MINCAF. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, en guise de mot de la fin de ce propos, je dirais même en guise de fin mot de cette présentation introductive, conviendrait de retenir qu'au Cameroun, en premier lieu, au Cameroun, l'accès à la terre est garanti et réglementé par la loi. Le gouvernement de la République continue et continuera à œuvrer pour que ce droit à l'accès à la terre devienne et demeure effectif pour tous. Retenir également que le gouvernement continuera à veiller sans relâche pour que force demeure à la loi en toutes circonstances et en tout lieu dans ce domaine foncier également, conformément à la très haute prescription de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Oui, pensons-nous, grâce au respect de la loi et par le respect des lois et règlements de la République par tous et partout au Cameroun, une guerre foncière, aucune guerre foncière ne pourra avoir lieu. Tel est le cap qui sera fermement tenu et maintenu au niveau du MINCAF. With your permission, ladies and gentlemen, allow me to deliver this short closing statement on this last point. In Cameroon, we consider that is a reality, that access to land has been regulated by law and is guaranteed for all. The government will continue to work to ensure that the law remains in force throughout the national territory regarding land tenure, through the respect of the law by everyone all over Cameroon, our national territory. No land disputes shall rise again or remain unsolved. Discourse shall be firmly held and maintained. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, telle était la substance de mon propos. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. Votre communication constituait la première partie de cette conférence. Nous allons avoir une pause publicitaire et nous engagerons la deuxième partie. Have you ever heard of Saturday? Yes? All right then. No? That's okay. We will tell you all about this partnership between France and Cameroon. Settle down, let's go. What does Saturday stand for? To begin with, let's define Saturday. The French acronym Saturday stands for Debt Relief and Development Contract. It is a debt repayment mechanism set up by France in June 2006 following Cameroon's attainment of the completion point of the Heavily Indebted Poor Countries Initiative, HIPC. How does Saturday operate? In practice, Cameroon repays its debt and 15 days later, France in turn credits Cameroon accounts at the Bank of Central African States, BEAC, with the same amount. Once disbursed to Cameroon, this money is used to finance development projects.
How are the sectors to be financed chosen? The projects to be financed are selected according to the priorities set by the Growth and Employment Strategy Paper, GESP. They are in conformity with the main lines defined by the Cameroonian government with the ambition to contribute to the sustainable improvement of the daily lives of Cameroonians and to shape the future of Cameroon. How many contracts have been signed so far? To date, 3 CEDODEs have been signed in Cameroon with France. The first CEDODE was signed on 22nd June 2006 for a period of 5 years and for an amount of 352 billion francs CFA, giving nearly 533 million euros. The second CEDODE, which was the continuity of the first, was concluded on 1st July 2011 for an amount of 214 billion francs CFA, giving more than 326 million euros. The third CEDODE contract was signed on June 30th, 2016 for an amount of 401 billion francs CFA, giving 611 million euros. It will end in 2025. At the end of this third and final CEDODE, nearly 1,000 billion francs CFA will have been invested in the Cameroonian economy in a bid to reduce poverty, ensure better health for Cameroonians, improve infrastructure, and boost development. Deuxième partie donc de cette conférence, Monsieur le ministre, et bien ici, je vous entraîne dans la rue camerounaise, où les Camerounais ordinaires ont leur mot à dire sur la gestion des affaires foncières. Je vous propose d'écouter quelques avis que nous avons recueillis et nous allons prendre votre réaction immédiatement après. Au niveau de la gestion concernant le patrimoine foncier, il a fallu l'intervention de la prééminence institutionnelle, à savoir le chef de l'État, pour que certaines populations ne soient pas spoliées de leurs biens, de leurs terres. Donc, en un mot comme en mille, c'est un ministère de souveraineté, c'est un ministère, donc j'allais aussi oublier, qui délivre ce fameux sésame qu'est le titre foncier. Et Dieu seul sait le parcours du combattant, le parcours à suivre pour avoir ce prestigieux sésame. Donc, singulièrement pour moi, au-delà des différentes missions de ce ministère, je souhaite qu'on puisse alléger aux Camerounais qui appuient s'acquérir un terrain quelque part, qu'ils puissent obtenir facilement le titre foncier. Il faut mettre en place des systèmes pour faciliter l'acquisition des terrains aux jeunes, pour faciliter l'acquisition des domaines aux jeunes, pour pouvoir s'exprimer dans le domaine de l'agriculture qui est un gage de notre développement. Voilà un peu les deux axes, parce qu'il y en a des exactions, il faut aussi le noter, sur le terrain des migrants, la corruption et tout ça. Il suffit juste de se rendre au niveau de la CONA, vous allez voir l'ampleur du dégât en matière de corruption. Donc il faut des exactions également, il faut que le chef du département ministériel soit dur avec ses collaborateurs. Il contribue à restaurer certainement la souveraineté des populations locales. Dans certains dossiers qui sont assez compliqués, on l'a vu prendre des mesures et ça c'est très important. Maintenant, il y a aussi que nous sommes généralement responsables en tant qu'individus de l'empiètement sur le domaine de l'État, le domaine public de l'État. Là aussi, on a vu un certain nombre de mesures qui sont prises de ce côté. Mais ce qui serait davantage important, ce serait que ce ministère, le MINCAF, serve concrètement à sécuriser tous les trois aspects dont on a parlé tout à l'heure, à savoir le domaine public, le domaine privé et le domaine privé de l'État. Monsieur le ministre, les titres fonciers, vous avez la main dure, si j'en crois ce que je viens d'entendre. Très difficile à obtenir. L'accès aux terres pour les jeunes
ça ne va pas très fort non plus. La corruption, dans votre département ministériel, encore un problème. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Monsieur Alain Belibi, je voudrais commencer par remercier les intervenants qui saisissent l'occasion de la présence du ministre pour partager avec lui ce qui constitue des préoccupations centrales et fournir le prétexte ou l'occasion pour élargir leurs préoccupations au niveau national, au niveau de ceux qui, au niveau national, peuvent profiter des réponses. Je voudrais, dans l'ordre qu'ils ont pris eux-mêmes, dans lequel ils sont intervenus, peut-être de votre question, vous avez dit le titre foncier, comme eux, est un parcours du combattant. Comment faire pour alléger la procédure, ou tout au moins pour sortir de ce parcours du combattant? Monsieur Alain Balibi, la première réponse est que le titre foncier est établi à l'issue d'une procédure codifiée par la loi, par les textes. Ce sont des procédures. C'est le respect de ces procédures-là qui conduit à des délais, à des constats. Et nous travaillons donc à améliorer les contraintes et à lever les contraintes. Donc, première réponse, on obtient un titre foncier à l'issue d'une procédure qui est codifiée par la loi. Et les choses se passent comme elles sont prévues. Qu'est-ce qui remonte jusqu'à... C'est précisément là que je voulais enchaîner. Premier point, ce que les textes prévoient. Maintenant, nous identifions des obstacles, des contraintes. Et c'est ça l'avantage de ces contributions sur des points précis. Pour ce qui concerne par exemple les délais, il y a une procédure qui est codifiée. Soyons précis avec la procédure d'obtention, la procédure d'immatriculation d'un terrain relevant du domaine national. Vous avez une terre, vous avez des terrains de vos aïeux, de vos parents. Je préfère prendre ce cas le plus simple. Et vous voulez l'immatriculer. Vous engagez une procédure en saisissant les services d'une demande et un dossier à constituer. Vous le constituez et notamment le sous-préfet doit mettre en place une commission consultative. La commission est mise en place avec sa composition statutaire. Nous, au niveau du service du MINCAF, nous sommes membres de cette commission. Le dossier est constitué et suit ensuite les étapes de la procédure. La commission consultative, le niveau départemental, le niveau régional et la publication au bulletin des avis domaniaux. Lorsque, par exemple, au niveau de la commission consultative, les oppositions ont été levées, lorsque, au niveau de la régionale, les oppositions qui ont été formulées, la vérification de la régularité du dossier a eu lieu, le dossier est bon, il est publié, il est dans le journal officiel, et vous allez pouvoir, dans après les 30 jours, avoir votre titre foncier délivré. Il y a donc, je l'ai suivi, des aspects liés au délai, des aspects liés au coût. Je reconnais qu'au niveau du fonctionnement de la commission consultative, il y a des frais qui sont exigés. Nous travaillons précisément, nous, au niveau du MINCAF, à réduire ces comportements, ces taux qui sont exigés. Ces montants, comme citoyen ou comme ministre, nous entendons parler de ces montants qui sont exigés. Nous travaillons à ce que ces frais soient maîtrisés. Je l'ai indiqué tout à l'heure, nous faisons l'effort de codifier des taux, codifier des délais. Il y a donc eu, à ce jour, il y a des pratiques, nous travaillons à les améliorer. Oui, pour ce qui concerne le domaine national, la procédure est codifiée. Nous travaillons à réduire ces coûts, nous travaillons à réduire ces délais pour tout le monde. Quand je l'ai dit, j'enchaîne avec ce que vous-même, vous avez évoqué et suivi, la corruption, les comportements déviants. Mais ce sont des réalités qu'il faut d'abord regarder en face et œuvrer pour les combattre. Je saisis l'occasion pour dire qu'à l'interne, des mesures sont prises pour restaurer l'éthique dans le comportement des personnels. J'ai également indiqué, nous l'avons dit notamment à l'occasion de la session budgétaire, la session parlementaire de l'année dernière, qu'un numéro vert a été mis en place pour que le MICAF soit accompagné pour lutter contre ces comportements déviants.
nous pratiquons à l'interne, par exemple, la mobilité des personnels, pour éviter que ceux qui se sont installés quelque part, sont en service quelque part, nous développons des réseaux divers de comportements de rançonnement, y compris téléphonique et autres. Nous travaillons à améliorer l'existant à partir de la reconnaissance de l'existence de ces problèmes-là pour tout le monde au niveau des titres fonciers, pour obtenir un titre foncier. C'est dans la lutte plus globale contre la corruption, les actions de corruption que nous avons engagées. Voilà ce que je peux dire sur ce premier point, puisque vous avez mis l'accent là-dessus. Sur les jeunes, en considérant que ce qui vaut pour le jeune renvoie à la question de savoir si l'accès du titre foncier est possible pour les jeunes, la première réponse est que c'est en application de la loi. Il n'y a pas de discrimination négative contre les jeunes. En appliquant la loi, notamment de l'ordonnance 74, chacun peut savoir s'il réunit les conditions ou non pour engager une procédure d'immatriculation directe. L'essentiel étant que ce sont ceux des demandeurs qui ont fait réaliser, engager des mises en valeur sur des espaces du domaine national avant 1974, qui peuvent obtenir par cette procédure-là l'établissement à leur profit d'un titre foncier. Mais si vous n'avez pas cet âge-là, c'est la loi qui ne l'a pas prévu en tant que tel, avec des, comment dirais-je, des exceptions. Vous pouvez reprendre le dossier, vous pouvez faire valoir les mises en valeur engagées par votre père. Et la procédure peut se poursuivre en tant que jeune. Vous pouvez aussi, en qualité d'héritier, si ce statut vous est conféré, bénéficier des droits qui sont prévus, mais par la loi, pour tous ceux qui, par exemple, procédure d'immatriculation directe, disposent de parcelles du domaine national. Par contre, il y a des mécanismes d'accompagnement des jeunes pour l'accès à la terre. C'est des mécanismes spécifiques, mais qui ne sont pas en tant que tels dans la loi. Il n'y a donc pas d'obstacle, mais tout ce qui peut permettre, faciliter des programmes d'information en liaison avec le ministère de la Jeunesse, tout ce qui peut faciliter le traitement des dossiers concernant les jeunes, individuellement ou collectivement. Ce que je dis là vaut naturellement également pour les femmes et envisagé au niveau du ministère des Domaines. J'ai entendu l'intervention concernant la nécessité de maîtriser les domaines et même protéger, sécuriser les différents domaines. Sécuriser le domaine de l'État, le domaine privé de l'État, le domaine public de l'État. J'ai décliné tout à l'heure les programmes gouvernementaux qui ont été montés. Cela veut dire des programmes que le gouvernement a arrêtés et que met en œuvre le MINCAF précisément pour protéger les domaines. Le domaine de l'État, le domaine protégé, le domaine public, protéger le domaine privé. Développer, en le maîtrisant, le domaine privé de l'État pour pouvoir mettre à disposition les parcelles relevant du domaine privé de l'État à des fins diverses et protéger et optimiser la gestion du domaine national, je l'ai dit tout à l'heure, faire en sorte que ces terres relevant du domaine national, c'est-à-dire l'ensemble des terres que nous avons, qui n'ont pas d'immatriculation, puissent être sollicitées par les uns et les autres, mises à leur profit, comme des parcelles sécurisées pour la réalisation de leurs différents projets. Ils ont parlé de ces domaines de l'État sous l'angle de leur sécurisation. Et dans mon propos, vous l'avez suivi tout à l'heure, l'État est engagé dans la maîtrise du patrimoine foncier national à travers la sécurisation, à travers, je veux dire, la digitalisation du cadastre. Comment maîtriser le territoire national dans son ensemble en le mettant dans un cadastre numérique et pour pouvoir donc mieux le gérer, disons, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur l'ensemble du territoire national. En somme, leurs préoccupations correspondent à des réalités qui vivent. Nous travaillons à améliorer l'existant. Les mesures prises requièrent d'être portées également au niveau de
des populations pour accompagner le gouvernement et en particulier le MINCAF. Et l'exécution des programmes gouvernementaux nous fait penser, nous fait espérer que l'existence sera améliorée de façon continue. Voilà, ça c'était une mise en bouche de ce que pense l'opinion de ce qui se passe dans la gestion des affaires foncières. Nous allons, dans une troisième partie de cette conférence, donner la parole à la salle. Et je présume que ce sera un prolongement de ce qui vient d'être dit. Une pause avant de distribuer la parole à la salle, une pause publicitaire. Qu'est-ce qui fait la grandeur d'une nation? Sa fierté, son fighting spirit et son savoir-faire. Le Cameroun est une grande nation, où la diversité économique est un modèle et une force, où l'on peut investir dans quasiment tous les secteurs de l'économie. Venez découvrir l'Afrique en miniature. Venez investir avec nous. Bienvenue au Cameroun. La salle est pleine, comme vous le constatez. C'est le Je signe. m'en réjouis. C'est le signe que J'en ce qui suis ce qui se passe au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières intéresse tout le monde. La salle est pleine et des doigts ont commencé à se lever. Je suis hésitant quant à la procédure à adopter. Je vais demander aux hôtesses de distribuer la parole, puisque je ne vois pas tout le monde de distribuer la parole. Je vois 3 questions de ce côté-ci. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. Bon. Monsieur le ministre, Géographiquement, je voulais vous situer. Oui, merci. Monsieur le ministre, vous venez de signer des lettres circulaires sur les concessions et sur la suspension des immatriculations dans 21 départements. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Très bien, merci, Madame. Une deuxième question, oui. Suspension. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et bonsoir, les participants. Je suis Taboul Joseph, étudiant à l'Institut des Relations internationales. Monsieur le ministre, nous savons tous que vous êtes à la tête d'un ministère qui d'ailleurs n'est pas facile à gérer. Mais nous saluons votre courage, votre disponibilité et votre professionnalisme parce que vous avez toujours su gérer le problème des Camerounais. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Le travail de géomètre, pour beaucoup, s'assimile à un poste de péage à gré de leur surenchère. Alors, monsieur le ministre, comment comptez-vous neutraliser ces pratiques de braquage à ciel ouvert? Merci. Troisième et dernière question de ce côté-là. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Et bonjour à tout le monde aussi. Je me nomme Nunga Junior. Je vais revenir sur le titre foncier, monsieur le ministre. Vous avez parlé qu'il s'agit là d'une procédure. Et moi qui suis un profane, j'aimerais savoir de manière concrète qu'est-ce qu'il faut concrètement pour avoir un titre foncier. Et vous aviez dit que cela est possible en 30 jours, donc disons environ un mois. Donc j'aimerais savoir si vraiment cela est possible, monsieur. Monsieur le ministre. Merci à vous pour ces centres d'intérêt que vous partagez. Madame, vous avez bien voulu parler de ces lettres circulaires portant suspension des immatriculations. C'est un propos central que vous me donnez l'occasion de présenter en indiquant pour monsieur tout le monde que l'ensemble du territoire national est constitué de terres. Le territoire national, disons schématiquement, c'est le domaine national. Domaine national, moins ce que la loi a appelé le domaine public. Le domaine public naturel, les eaux, les rivières et autres lacs,
les domaines publics artificiels, les ouvrages qui ont été réalisés, qui sont donc classés dans le domaine public artificiel. Ça, c'est le domaine public. Et moins les domaines privés, les domaines fonciers privés, les terres sur lesquelles les uns et les autres ont engagé des procédures venant du domaine national, ils ont eu des titres fonciers. Vous enlevez le domaine public, vous enlevez le domaine privé, les domaines privés, y compris ceux sur lesquels l'État, lui aussi, a engagé des procédures et les a, comme on dit, incorporés dans son domaine privé. Le reste, le domaine national. Donc, les uns et les autres sont censés résider, ils résident ici et là. Mais ce sont ces terres de domaine national, là, première catégorie, deuxième catégorie, la loi a fait des distinctions, sur lesquelles les uns et les autres peuvent engager comme occupants paisibles des procédures d'immatriculation, considérant que c'est des terres de leurs ancêtres, des terres sur lesquelles ils ont des droits fonciers coutumiers ancestraux. Ce sont les mêmes terres sur lesquelles les uns et les autres, sans être dans ces localités, domaine national, donc des terrains du patrimoine national, peuvent solliciter des attributions pour pouvoir réaliser des projets. Il s'agit donc de ces deux situations. Chacun peut engager une procédure, soit d'immatriculation directe, lorsque vous êtes dans la catégorie de ce que l'ordonnance 114 a prévu, membre d'une collectivité coutumière locale, vous engagez la procédure, vous, pour ce qui concerne votre parcelle, ou l'ensemble de la collectivité. C'est l'ordonnance 114 qui l'a prévu. Vous engagez cette procédure, elle va pouvoir prospérer. Celui qui n'est pas dans ce cas-là, il va réaliser un projet sur n'importe quel point du territoire national. Les études ont conduit à ce qu'il considère une plantation, les terres les plus fertiles, les plus appropriées à son projet. Il sollicite de l'État ces terres et il peut avoir une concession par rapport à son projet provisoire. Je vais réaliser un projet, on vous donne la concession. Location, vous réalisez, on évalue avec un cahier des charges. Et après, concession définitive. Définitive, transformée ensuite par arrêté. Il y a un arrêté qui vous donne la concession définitive et vous pouvez transformer cet arrêté en un titre foncier. De quoi s'est-il agi avec ces lettres circulaires suspendant les immatriculations? C'est le constat qui a été fait que l'esprit et la lettre des textes ont été dévoyés. Le constat que j'ai pu opérer, que les conditions requises, prescrites par la loi, pour engager une procédure d'immatriculation directe n'ont plus été respectées. Nous nous sommes retrouvés avec des personnes sans qualité qui ont engagé des procédures d'immatriculation directe qui ont abouti par des complaisances diverses. Le constat de ce phénomène qui s'est généralisé imposait, à travers la forte pression que cela induisait sur certaines localités, cette sorte de course folle vers ce que j'ai dû appeler l'accaparement des terres. Il a fallu prendre une mesure de retour au respect de la loi. Suspension des immatriculations directes sur certaines localités du département en particulier, mais dans la pratique, j'ai donc, par cette lettre circulaire, escalité comme ministre des domaines, pas comme individu, mais pour le respect de la loi, j'ai suspendu les opérations d'immatriculation directe sur un ensemble de départements pour que l'on soit obligé de solliciter une dérogation spéciale, permettant donc de vérifier que vous avez qualité et la disponibilité du site. On vérifie ce qu'il en est. La procédure était engagée et elle aurait dû être contrôlée au niveau régional avant qu'on ne publie au journal officiel si vous avez qualité ou non. Le constat a été fait que les procédures étaient engagées sans qualité et aboutissaient. J'inverse maintenant. On n'engage pas la procédure tant qu'on n'a pas l'accord. C'est ça la dérogation spéciale. Et par
une application extensive. Et au-delà de ces départements et arrondissements, aucune procédure n'est engagée si vous n'avez la dérogation spéciale. Donc, il s'agit de garantir que des procédures d'immatriculation directes ne peuvent être engagées, que par les personnes qui ont qualité, sur des espaces qui se prêtent à ces procédures-là. C'est cela qui a été fait, qui a donc réduit la pression. Et c'est, je m'adore dire à mes collaborateurs, un peu comme quelqu'un qui, comme vous le savez, revient. Je suis un revenant. Je suis revenu dans un ministère 30 ans après. Je ne tire aucune gloire de cela. Ce sont des missions qu'on accomplit. Mais j'ai constaté que ce fameux document a eu l'occasion de faire ses effets et ses dégâts. L'attestation d'abandon des droits coutumiers. La loi est la même, l'ordonnance 114 était toujours là. Ceux qui pouvaient engager ces procédures étaient connus. Okay. Mais on a incité les collectivités coutumières. On ne les a pas accompagnées pour engager ces procédures-là. On les a dissuadées. Non, n'engagez même pas la procédure. Abandonnez-nous vos droits. Et nous, on va engager en notre nom. Bon, vendez-nous vos droits. Vendez-nous vos droits. Renoncez à avoir vos droits. Nous allons avoir des titres fonciers à notre nom. Et c'est cela qui s'est développé partout. Avec, dans mon esprit, un sentiment de révolte de ce que les services publics aient laissé. Le phénomène s'est développé à ce point, alors que la base juridique est tout à fait claire, ce qui a facilité la conception, l'aboutissement de cette lettre circulaire, et en liaison avec les autorités administratives, en tout cas en tablant sur la collaboration des autorités administratives qui ont joué leur rôle au passage en validant les attestations en question, nous avons inversé la tendance. Madame, voilà l'enjeu. Faire en sorte que les uns et les autres, la catégorie que la loi, l'ordonnance 114, a consacrée, les collectivités coutumières, ce n'est pas une invention, c'est dans 114, puissent engager ces procédures en tant que collectivité entité ou leurs membres pour des terres sur lesquelles ils ont une occupation paisible et continue. Il est bon de le retenir, c'est cette procédure qui a été consignée dans une lettre circulaire de façon progressive et pédagogique. Il y a eu un certain nombre de départements d'abord, ensuite une extension, et laissez-moi vous dire, la demande a augmenté quand j'avais sorti la toute première, et jusqu'à maintenant, jusqu'à un certain temps, beaucoup demandaient que j'étende également chez eux. J'ai fait simple, j'ai étendu partout. Aucune procédure d'immatriculation directe chez vous, sur consigne donnée, ne va prospérer si vous n'avez pas la dérogation spéciale. C'est à la fois la lettre et l'esprit de la loi. Les services ne peuvent pas l'engager. C'est la meilleure façon de contrôler ces procédures-là. Voilà les lettres et l'esprit de cette mesure, en soulignant qu'un document déterminant a contribué à voir ce développement, c'est les attestations et certificats d'abandon de droits coutumiers sans valeur juridique. La circulaire l'a dit le plus clairement possible. Quand j'ai dit cela, madame, sur ce registre, le reste fait partie un peu des détails des procédures. C'est des détails des procédures et je suis heureux en termes d'évaluation de l'impact. Les services le disent, la pression a diminué, les comportements de pression sur les uns et les autres ont diminué. Peut-être y arriverons-nous. J'en ai également tiré les conséquences sur le plan juridique. Les procédures qui ont été engagées en violation de la loi, c'est-à-dire l'établissement de titres fonciers frauduleux, non conformes à la loi. Ces titres fonciers étant établis, nous sommes en présence de documents frauduleux. Les textes prévoient le retrait par le ministre de ces titres fonciers-là pour détournement de procédure. Et je procède à ce retrait des titres fonciers par application mécanique des textes existants pour détournement de procédure, en laissant le juge, l'état de droit que nous sommes, aller contrôler, sanctionner ces actes-là. Mais au stade où je suis, dans les fonctions d'un ministre, comme tout autre,
Voilà ce que nous faisons. Nous retirons, en combinant dans le respect des règles de procédure et de fond, ces titres fonciers-là. Je voudrais vous confirmer que c'est une option qui garantit le respect des droits des uns et des autres. J'ajoute au passage qu'après avoir ainsi restauré les membres des collectivités coutumières et les collectivités coutumières dans leurs droits, nous travaillons également à les accompagner pour dire ce qu'il est possible de faire maintenant qu'ils ont recouvré leurs droits pour obtenir eux-mêmes, pour s'engager eux-mêmes dans l'immatriculation de ces parcelles, parce qu'eux-mêmes peuvent engager une procédure, les terrains étant reversés au domaine national. Voilà ce que je voulais dire pour le premier sujet. Le compatriote tout à l'heure a parlé de ces géomètres qui ont institué des postes de péage. Il a posé la question, il me pose la question comment neutraliser ces braquages à ciel ouvert. Je vais répondre de façon simple. Il y a une circulaire qui est sortie spécifiquement concernant le travail des géomètres. C'est la disposition complémentaire pour contrôler leur travail. Et cela s'ajoute aux mesures d'assainissement que j'ai indiquées tout à l'heure en matière de gestion des ressources humaines. Si cela, comme phénomène, n'avait pas eu lieu par le passé, tous les personnels régulièrement subissent des mesures administratives, de mutation administrative. J'insiste là-dessus parce que j'entends dire des procédures disciplinaires sont, des mesures, des décisions sont prises sans avoir engagé une procédure disciplinaire. C'est une mesure purement administrative de mutation. Celui qui veut en plus une procédure disciplinaire, je peux la lui infliger par une demande d'explication qui rentrera dans son dossier. Je fais une simple mesure administrative de déplacement et de mutation. Combinée au demeurant, si le géomètre, celui qui est chef de service du cadastre, par exemple, il est responsable, advenant qu'il soit pris en flagrant délit de cela, mais je prends la mesure administrative de le suspendre de ses fonctions. C'est une mesure administrative, je le suspends. Je peux en plus engager une procédure disciplinaire. Donc je peux donc aller vite, agir vite et faire en sorte que ces braqueurs-là ne continuent pas à prospérer. Le dispositif actuel, pour être complet, chers compatriotes, comporte un handicap au plan du droit. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui a dû se passer, je crois en 2004, qui fait que l'Ordre national des géomètres a été mis sous la tutelle du MINDU, le ministère des Domaines, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, lors de la séparation entre les domaines, le domaine d'attribution du MINCAF et celui du MINDU. C'est un constat. Nous réalisons que celui qui est censé gérer les géomètres, c'est le MINCAF. Alors, si vous n'êtes pas sous la tutelle du MINCAF, qu'aussi bien l'ordre de son côté, que les personnels géomètres, comment vous dites, assermentés et autres qualifiés, campant sur leur statut de profession libérale, vous avez quelque mal à les maîtriser. Alors, nous avons établi un pont. Avec Madame le Mindu, nous avons mis une plateforme interministérielle de haut niveau. Nous avons signé une instruction conjointe permettant d'avancer vers une meilleure maîtrise de la gestion des géomètres. Plus récemment, j'ai des textes et documents-là, j'ai institué parmi les dernières lettres circulaires une qui fait en sorte qu'il y ait un contrôle. J'étais un peu frappé de constater que la réglementation n'a pas prévu que lorsqu'ils ont fini leur travail, il y ait un contrôle qui soit opéré dessus. Et avec le directeur du cadastre, à force de vouloir maîtriser le phénomène, il y a une circulaire qui a effectivement été élaborée, qui a été signée pour contrôler le travail, valider. Oui, géomètre assermenté, c'est bien, mais nous avons institué, voilà, une lettre circulaire, oui, c'est ça. Parmi les... Je retrouve le communiqué que j'ai signé récemment, disant qu'il y a 3 mesures qui ont été prises. Je voulais surtout simplement prendre la dénomination. Voilà, la circulaire numéro 6 du 16 juin 2022, relative au contrôle des travaux réalisés par les services du cadastre.
que désormais, ce n'est pas parce qu'ils ont visé, tout simplement, que cela vaut. On peut contrôler. Donc, voilà les mesures que j'ai prises pour que les uns et les autres reviennent à la raison. Et enfin, le directeur de domaine est bien avec nous dans la salle. Je lui ai dit que nous devons aller jusqu'au bout de ce que les procédures disciplinaires classiques connaissent, la suspension des géomètres. Tant qu'individu qu'en tant que bureau d'études. J'ai déjà commencé à le faire pour un peu 2 ou 3 cas. Voilà ce que je voulais dire. Et enfin, titre foncier, que faire pour avoir son titre foncier? Je ne sais pas très bien. Ah oui, les 30 jours, merci. Oui, le chiffre de 30 jours est sorti, mais je voudrais le situer. Si je l'ai sorti, c'est moins pour dire que c'est en 30 jours. Oui, nous aimerions tant que la procédure puisse aboutir en 30 jours. Mais pour être clair sur les 30 jours, la loi a prévu qu'à partir du moment où le dossier est validé et publié au bulletin des avis domaniaux et fonciers, publication, dans les 30 jours, période laissée pour des oppositions, s'il n'y a pas d'opposition, le conservateur établit votre titre foncier. Donc, les 30 jours, c'est à la fin de la procédure. En fait, lorsque tout est fini. C'est quand tout est fini qu'il vous reste encore 30 jours. Je vous ai dit depuis le départ, la loi. Mais de façon plus substantielle, permettez que je développe en disant que les étapes de procédure jusqu'à cette publication au journal officiel sont telles que c'est plutôt du côté, sur le terrain, des autorités administratives que cela se passe d'un côté, une commission présidée par le sous-préfet. Ensuite, il y a le travail de traitement des oppositions qui ont été enregistrées. Donc, c'est ce volet-là. Et sans qu'on puisse le justifier, le constat est fait que pour le fonctionnement de cette commission consultative, à composition statutaire, les membres perçoivent un montant prévu par les textes. Donc, on peut modifier les textes. On pourra les modifier. Mais la validité du procès verbal de la commission consultative qui s'est déplacée, qui a été mise en mouvement pour votre titre foncier, la validité de ce procès verbal pour que votre titre foncier aboutisse et que vous l'ayez avec toutes les caractéristiques de sécurité juridique, elle est fonction de la présence de ces membres-là. Un procès verbal consignant une composition incomplète fournit un document, un argument pour attaquer votre titre foncier, demander son retrait, et si le ministre ne s'y résout pas, le juge peut l'y contraindre. Voilà ce qui conduit à ces délais et à ces coûts. J'ai reconnu la réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce que des pratiques sont développées au fil du temps. Nous travaillons à identifier ce qui peut réduire cela et annihiler le constat ou l'impression que c'est un parcours du combattant sans que nous puissions rien y faire. Non, nous y travaillons. Voilà ce que je voulais indiquer. Nous allons presser le pas, Monsieur le ministre, pour m'éviter de me faire taper sur les doigts par la réalisation. 3 questions de ce côté-ci. Bonsoir à toute l'assistance. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, dans de nombreux cas, vous procédez très souvent à des suspensions de titres de propriété, voire des retraits et parfois encore de réhabilitation. Qu'est-ce qui motive finalement toutes ces décisions, Monsieur le ministre? Une deuxième question. Je vous prie de ne pas mettre les hôtesses en difficulté. Laissez-les faire leur travail. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, bonsoir monsieur. tout le monde.
Alors, Monsieur le ministre, l'accès à la terre pour les femmes et les jeunes relève pour certains d'un miracle. Pourtant, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de discrimination en ce qui concernait l'accès à la terre pour ces deux catégories sociales. Alors, j'aimerais savoir comment, du moins, quelle est la procédure pour avoir accès à un terrain dans notre pays. Merci. Une troisième et dernière question de ce côté-là. Monsieur le président du PCRN, je vous ai bien vu. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il est permis d'interdire un député de parole. Mais comme je ne veux pas avoir d'ennui... Vous voulez vraiment que je vous réponde? Merci à l'hôtesse de m'avoir passé la parole. Monsieur le ministre, déjà, chaque fois qu'un membre du gouvernement va au front, moi je l'en félicite toujours, surtout un ministre des Domaines. Lorsque j'ai été élu député, je me posais une question à votre égard. Je voulais me rassurer que vous étiez conscient de ce qui régnait dans votre ministère. Parce que comme vous-même vous l'avez dit, vous êtes revenu 30 ans après, mais vous êtes même revenu du ministère de l'Agriculture, qui est très demandeur du foncier. Et à titre personnel, étudiant, je vous ai connu comme inspecteur général au ministère de l'Enseignement supérieur, donc j'avais une petite idée de la personne. Et je me demandais, est-ce qu'il est même conscient de ce qu'il y a dans ce ministère? Depuis l'Assemblée nationale, moi j'ai la réponse. C'est oui. Vous êtes conscient. Dans votre propos, ça ressort. Quand vous parlez de codification des délais, des tarifs et autres, de restauration de l'éthique, c'est que vous êtes conscient de ce que tout le monde dit, que ce qui règne dans ce ministère est juste proche de l'enfer en termes de corruption. Mais ce qui me chagrine, monsieur le ministre, c'est que j'ai parfois l'impression que vous aussi, vous êtes, j'insiste sur le aussi, vous êtes en passe d'être dépassé par la situation. Et je me dis, si vous aussi vous êtes dépassé, vous, monsieur Yeba, ici, que j'ai connu sous d'autres cieux, si vous aussi vous êtes dépassé par cette affaire, finalement, qui pourra la régler? Je préfère m'arrêter là, parce que sur cet aspect, moi je voudrais juste vous entendre sur un point, celui de la propriété coutumière. Vous avez évoqué toutes les étapes, le dossier technique, le dossier administratif. Vous-même, vous le savez, c'est une gageure bureaucratique, l'obtention de ce service public qu'est le titre foncier. Mais sur la question spécifique de l'immatriculation directe, que vous n'avez eu de cesse d'évoquer, de ma modeste personne, qui suis descendant de mes ancêtres, qui se sont donné la peine de conquérir pour leur descendance que je suis des terres. Pourquoi, lorsqu'on nous apprend en droit que la coutume est une source de droit, la coutume, au même titre que la loi, au même titre que le traité, au même titre que les grands principes de droit, je ne sais pas à vous que je fais la leçon. Pourquoi on noie la propriété coutumière, source de droit, dans la propriété coutumière, dans la propriété légale, celle qui est assujettie à la loi? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de délivrer le titre foncier automatiquement à celui qui se prévaut d'une propriété coutumière, qui est du reste établie par la commission de départ, qui s'appelle commission de vérification, qui, parmi ses 9 membres, je crois, compte en son sein généralement un chef traditionnel, donc qui apporte la preuve ou l'attestation de ce que ce dont se prévaut le demandeur est effectif. Parce que tout le reste, c'est une bureaucratie confirmative à la vérité, qui ne peut pas remettre en cause une chose qui a déjà été établie par la commission de vérification. Est-ce que, et je sors par là, quand M. Alain Bilibi se redresse déjà, c'est qu'il va me dire de m'arrêter. Est-ce que ce ne serait pas plus simple, en perspective, puisque vous êtes en train de travailler sur la réforme, de tout alléger et de faciliter les choses là et de les arrêter là? Parce que si vous aussi vous êtes dépassé par ceux qui viennent derrière,
Ça ne sert à rien de continuer à penser qu'on peut changer ça. Réglons le problème à l'entrée. Merci, M. Alain Bellier. Je prends la salle à témoin. Je n'ai pas interrompu le député. Monsieur le ministre. Mais permettez que je me remercie particulièrement, spécialement, le président du PCRN, y compris pour ce rappel, confirmant que bel et bien, on peut se réjouir de ces itinéraires qui nous mettent en situation de contribuer maintenant à la résolution, recherche de solutions aux problèmes qui se présentent dans notre pays. Merci pour ce que vous avez dit sur mon compte en termes de capacité, de présomption, fondée sur cet itinéraire commun par le passé. Et je m'en vais commencer par la fin. Dire qu'effectivement, nous devons nous inscrire dans une perspective de capitalisation des enseignements, je l'ai dit tout à l'heure, enseignements tirés de la mise en œuvre de la législation actuelle issue du dispositif du cadre juridique de 114. La réforme foncière que le chef de l'État a prescrite, nous avons dit, elle est globale, elle est inclusive, participative. C'est pour précisément prendre en considération l'ensemble des contributions et chercher les meilleures voies pour le nouveau régime foncier et domanial. Ce que vous dites, vous l'avez dit vous-même, s'inscrit dans la recherche de ce qui convient de tirer comme enseignement d'un côté, des réflexes de la pratique, des pratiques développées, des pistes de réflexion qui sont venues des uns et des autres pour qu'on se rapproche davantage d'un régime foncier et domanial le plus conforme aux intérêts de ces populations camerounaises, conformément à l'esprit de la loi. Si je devais aller, comme vous l'avez si bien engagé au plan technique, propriété coutumière et propriété légale, je vous dirais, nous parlons le même langage. Nous pouvons donc aller au niveau de la différenciation des concepts et des termes consacrés par la loi. Propriété coutumière, propriété légale, titre de propriété, c'est le terme de propriété qui est consacré par la loi, c'est les options de 114. Nous allons relire ensemble. Je retiens davantage que dans cette loi, il y a la détention de droits coutumiers, il y a une possession de droits coutumiers. Il y a des clarifications à opérer en ce qui concerne la notion de propriété coutumière, mieux, une capitalisation, une sorte de retour, une redécouverte. Je retiens que vous voulez qu'on avance vers la consécration de la propriété coutumière. L'ordonnance 114, l'esprit actuel, l'esprit de la loi actuelle, le cadre juridique actuel, nous font distinguer ce qu'on a appelé titre de propriété foncière des autres termes utilisés. C'est davantage dans l'ordre de droit foncier coutumier que l'on détient, de la possession de droits. Et je vous confirme que la réflexion que j'ai engagée avec la redécouverte, la relecture de ce que 114 a prévu pour les collectivités coutumières m'amène précisément à aller dans le même sens que vous, à voir comment constater, comment qualifier, comment consacrer les droits et intérêts des populations, des membres de ces collectivités coutumières-là, par des options plus appropriées par rapport au 114. C'est un chantier, et j'estime que c'est bel et bien dans ce sens que nous sommes censés aller. Mais je précise que l'immatriculation directe, l'ordonnance 114, tout le dispositif actuel nous engage à coller à ce qui a été dit. Et la force, je dirais, de ma conviction et la solidité de mes argumentaires, y compris en tant que gouvernement, membre du gouvernement face à la justice dans différents domaines, c'est que nous parlons, nous respectons nos droits. Nous tenons à ce que la lettre et l'esprit de la loi soient respectés pour qu'il y ait un débat, comme notamment en ce qui concerne le problème de l'exécution des décisions de justice. Le débat a eu lieu, il s'est stabilisé à un niveau où
la séparation des pouvoirs d'un côté et le respect des pouvoirs a conduit à ce qu'il soit bien affirmé que les décisions de justice sont exécutées par le gouvernement, comme pour tous les citoyens état de droit. Mais en même temps, le ministre qui a la charge de l'administration du domaine et de la tenue du livre foncier doit opérer un contrôle minimum sur les décisions de justice qu'il doit exécuter. Non pas sur leur contenu ou opérer des distinctions entre celles qui doivent être appliquées, non. Mais la lettre circulaire que j'ai sortie porte sur les mots, le contrôle minimum relatif aux modalités d'exécution des décisions de justice. Je voudrais dire ici que je me réjouis de cette sorte de paix qui s'est dégagée avec la justice, parce que nous parlons le même langage, chacun dans son rôle. On exécute des décisions de justice, mais celui qui a la responsabilité de tenir le livre foncier national doit opérer un contrôle minimum sur l'authenticité du document qui est présenté au conservateur à exécuter. On saisit au contrôle, on saisit le greffier si nécessaire, on saisit le greffe, sur le caractère définitif de la décision de justice, pour que précisément on s'assure qu'on ne va pas revenir dessus, et enfin sur le contenu même du dispositif de cette décision-là. C'est ce que vous avez. Nous sommes donc en présence ici d'un cas de respect des dispositions d'application de la loi, et nous regardons ensemble. Votre réflexion va dans le sens de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans cette phase de collecte des contributions. Je suis presque tenté de vous suggérer, en tant que tel, honorable député que vous êtes, de consigner votre contribution. Elle va être prise à ce stade, en amont, même si plus tard, vous aurez l'occasion d'y contribuer en tant que membre de député de la Nation, membre de la Chambre, le moment venu. Je saisis l'occasion pour dire que ces suggestions diverses sont en cours de prise en considération pour finaliser le projet, l'avant-projet de loi. Depuis qu'il a été retourné, il avait été travaillé pour intégrer des éléments nouveaux depuis le grand dialogue national. Peut-être aurons-nous à dire un mot tout à l'heure là-dessus. Le projet, le travail, le chantier se poursuit. Mais je dois être explicite. Il ne se peut pas, peut-être, ce n'est pas de l'auto-évaluation, il ne se peut pas que l'on puisse parler de ce que celui qui est en charge du ministère des Domaines puisse être dépassé par l'un des volets de ce secteur. Je parle avec conviction, avec le sentiment d'être en charge d'une mission que je suis en train de porter, en capitalisant l'expérience de tous mes collaborateurs, en puisant dans cet itinéraire qui, comme vous l'avez dit, m'a amené à poser un regard pluriel. Et quand je reviens dans cette maison, je viens apporter la somme de mon expérience pour que, comme vous me voyez avancer, je prenne des initiatives, que j'explore de nouvelles voies. Nous allons avancer. Il ne se peut pas. Soyez certains. Je me retiens beaucoup. On pourrait aller plus vite. Mais comme vous savez, la vitesse, en matière de réformes, il faut aussi veiller à la vitesse du changement. Il y a l'orientation du changement, il y a les acteurs du changement, mais en sociologie, on apprend qu'il faut aussi compter, intégrer l'exigence d'une bonne option en matière de vitesse de changement. L'impact des actions menées est manifeste, un impact positif. Le cap sera maintenu et dans le cas d'espèce, dans ce qui concerne les procédures, la recherche des meilleures voies pour consigner dans la réforme, la nouvelle réforme, les dispositions qui protègent mieux, de façon plus directe, les collectivités coutumières, c'est cette fois que nous allons continuer à explorer. Si, de 114, disons à 2020, on a eu une pratique donnée, on a même enregistré des évolutions et des tendances non conformes à leurs intérêts, ces membres des collectivités coutumières, oui, nous sommes dans une nouvelle phase de reconsolidation de leurs droits, de reconnaissance, de traduction en acte de la consécration de leurs droits dans l'ordonnance 114. Et le chantier qui nous interpelle là maintenant, c'est aller plus loin. Et vous êtes
à travers ces réflexions-là, sur la piste dans laquelle nous sommes engagés, nous allons certainement nous y retrouver. Je vous remercie de votre contribution. Et avant vous, il y a eu cette question sur le retrait des titres fonciers et la réhabilitation de titres fonciers. Je vais être plus court en disant ceci. Le décret de 1976 qui fixe les conditions d'établissement, de délivrance, donc d'obtention de titres fonciers, a un article qui dit les conditions à remplir pour obtenir un titre foncier. Mais j'aime à insister pour dire, dès l'article 2, ce décret dit les conditions de retrait du titre foncier. En cas d'établissement frauduleux d'un titre foncier, le ministre a le pouvoir de le retirer. Tout cela est codifié. Voilà. On peut retirer pour faute de l'administration, on peut retirer pour fraude du bénéficiaire. Il y a une réglementation en termes de délai. Je ne vous apprends rien, on a été formé pour ça, en combinant les délais pour ce qui concerne la fraude de l'administration et les délais pour la fraude du bénéficiaire. La fraude corrompt tout, les délais sont plus longs. En respectant le droit, le ministre peut donc retirer un titre foncier lorsque c'est établi son caractère frauduleux. Et je vous ai dit, j'avance sur ce terrain en sachant que le juge opérera son contrôle. Il continuera à l'opérer. Donc, sur ce terrain, sur ce point, je veux dire le retrait de titres fonciers. Et je précise, on tend souvent à confondre les deux notions d'annulation d'un titre foncier. Non. Le texte dit que le ministre retire le titre foncier. C'est le juge qui peut prescrire, prendre des décisions là-bas. Bon, c'est un volet en soi sur lequel je n'ouvre pas de débat. Les textes prévoient également qu'on puisse constater la nullité d'ordre public d'un titre foncier. Constater la nullité d'ordre public. Je n'ai pas à développer ça ici. En respectant les dispositions prévues, le ministre retire également le titre foncier. Mais, mon cher ami, chers compatriotes, quand le titre foncier a été retiré et que, comme le prévoient les mécanismes dans un état de droit, les mécanismes de recours, les voies de recours, la décision étant prise, l'arrêté du ministre étant sorti, signé, il y a un recours gracieux préalable par lequel le citoyen, la personne concernée, saisit le ministre, développe des éléments de fait ou de droit, établissement qui a eu erreur ou manipulation. Les éléments fournis étant considérés, s'ils sont pertinents, déterminants, le ministre tire les conséquences de ce que la base juridique, le fondement de son arrêté, ce fondement ne peut plus être soutenu. Il rapporte son arrêté et réhabilite le titre foncier. J'ai envie de dire, c'est précisément parce que les citoyens peuvent exercer le droit de recours que nous avons la confirmation qu'on est dans un état de droit. La valse des décisions, un arrêté qui sort, un autre qui vient, je combine dans l'exemple que j'ai pris, le ministre réhabilite le titre foncier et voilà que quelque temps après intervient une décision de justice. Il faut l'exécuter. Vous aurez donc chronologiquement une première décision avec des arguments qui ont été développés, qui ont conduit le ministre à procéder au retrait du titre foncier. Les arguments déclinés dans le rapport, dans le recours gracieux préalable, ont amené le ministre à voir qu'il y a matière à revenir sur sa décision. Il pourrait ne pas le faire. Il laisserait le juge. Il laisserait aller devant les tribunaux. Mais je dois vous dire que par conviction, par souci de protéger les faibles, la voie de la justice est plus longue que la voie administrative. Si je vous laisse devant le juge, c'est votre fils qui pourrait sans doute avoir la bonne décision. Je préfère, moi, assumer mes responsabilités, même s'il est prévu que le silence d'administration puisse vous amener devant le juge. Et advient donc, comme je l'ai dit, intervient une décision de justice. Par respect des décisions de justice devenues définitives, on exécutera. Entre la valse des décisions que prend le ministre dans ce domaine-là et le statu quo, qui, lui, je l'ai dit dans ce que j'ai appelé des déclarations d'engagement, des engagements clés du MINCAF,
je considère que le non-retrait d'un titre foncier frauduleux constitue un déni de droit au détriment de celui qui est victime de la fraude. Je dois retirer ce titre foncier, sinon je deviens complice. Mieux, le non-retrait d'un titre foncier frauduleusement établi, alors même que la preuve en a été faite, constitue un déni de droit et même une incitation à la fraude. D'autres vont le faire. Et je procède donc au retrait de ce titre foncier en laissant le juge aller apprécier et sanctionner. Nous exécuterons ces décisions. Donc, retrait, réhabilitation, cela vaut pour les titres fonciers en matière de règlement de litige. Dernier cas, le gouverneur, qui est l'autorité supérieure dans la chaîne des autorités chargées de régler les litiges fonciers. L'arrêté régional portant un règlement d'un litige foncier. Lorsque nous avons eu un dossier bouclé, advient un litige, le gouverneur l'a réglé, l'arrêté du ministre, l'arrêté régional arrive, le ministre en tire les conséquences. Très bien. Il retire le titre foncier, il tranche le litige et établit un titre foncier. Le fonctionnement des services, c'est ce qu'il est. Je dois dire que je me suis retrouvé avec, sur le même dossier, 2 arrêtés régionaux successifs différents. Un premier, après cela, un autre arrêté régional de règlement du titre foncier, sur la même affaire dans des délais très courts. J'ai dû envoyer une mission sur le terrain. Donc, la valse de décision est assumée par le ministre. Mais dans chacun des cas, il veut tirer les conséquences du traitement exhaustif du dossier. Il estime que l'administration doit être du côté du citoyen ordinaire, du faible, plutôt que de laisser, par le statu quo, s'installer un peu la loi du plus fort, le règne de l'argent. Le dernier point, c'est l'accès des femmes et des jeunes. Je confirme que dans le dispositif juridique en vigueur, il n'y a pas de discrimination. Le système ne consacre pas de discrimination négative. Il est plutôt, comment dirais-je, le droit n'est que l'un des instruments de gestion du pouvoir. Il faut prendre les dispositifs juridiques existants à le situer dans une démarche plus globale, la politique du gouvernement, qui comporte des incitations que déploie le gouvernement pour accompagner. Et je vous ai dit tout à l'heure que les résistants sont davantage d'ordre culturel pour les femmes. Et puisque nous avons tout à l'heure évoqué, le président du PCRN a parlé de la période, de l'enseignement supérieur, sans doute, mais moi je remonterai volontiers. J'ai été en 90, quand j'ai été en fonction, en 91, marqué par un cas où j'ai dû faire en sorte que les droits d'une femme d'obtenir un titre foncier, que ces droits soient reconnus, qu'un titre foncier soit établi. À l'époque, à ce moment-là, cela avait heurté les esprits, mais j'avais tenu bon pour que le titre foncier soit établi au profit de la femme en application de la loi. Ce qui vaut pour les femmes vaut également pour les jeunes. Il existe des incitations. Et pour épuiser, peut-être pas, mais pour aller plus loin sur ce qui concerne les jeunes, il est bon de souligner que l'on considère les dispositions 114 comme étant un obstacle sans limite pour les jeunes. Je viens de dire que vous pouvez, devenu héritier, engagé, vous rapprocher des services pour voir ce que le texte a prévu pour poursuivre des procédures ou valoriser les capitaliser les mises en valeur de vos parents dans ce type de procédure-là. Et il y a d'autres situations, des ouvertures que nous ne cesserons de continuer à exploiter. Voilà, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Il y a beaucoup de doigts qui continuent à se lever. Je suppose que le ministre prendra le temps aujourd'hui, demain ou après-demain de répondre à toutes les questions. Monsieur le ministre, je ne vous ai pas tout dit. J'ai caché mon jeu. J'ai demandé à la réalisation d'interroger, de voir avec certains internautes s'il y a d'autres questions. On va attendre de voir si ces questions nous parviennent, mais d'ici là, une question très simple, monsieur le ministre. Supposons que vous décidiez de m'accorder une audience demain, dans votre cabinet. Est-ce qu'il faut que je passe par une salle de gym pour aller refaire mes jambes? Parce qu'il n'y a pas d'ascenseur.
Est-ce qu'il faut que je mette un masque pour éviter toutes les odeurs qu'il y a dans les couloirs de ce bâtiment ministériel à côté des services du Premier ministre? Bref, Monsieur le ministre, pourquoi ce bâtiment est-il à l'abandon? Merci, M. Alain Belibi, pour la question, mais je vous rassure, il faut distinguer les perceptions extérieures de la réalité intérieure. C'est une réalité que c'est un grand immeuble qui relève des missions d'entretien des immeubles ministériels, attribution du MINCAF. Je vais vous rassurer, il y a eu un dispositif a été mis en place. On part de l'existant pour l'améliorer. Il y a un mécanisme de synergie interministérielle que nous avons mis en place. On a signé des conventions pour permettre que dans ce contexte de contraintes, la prise en charge budgétaire soit répartie entre les départements ministériels. Vous avez parlé de l'immeuble ministériel numéro 2. Il abrite 4 ministères. Depuis l'année dernière, nous avons consigné dans une convention une répartition des charges pour améliorer l'entretien. Je peux vous garantir que les choses sont censées s'améliorer. Mais la contrainte est lourde. Vous avez parlé des odeurs. Nous subissons, nous, par exemple, des problèmes de coupure d'électricité, d'interruption d'électricité. Et nous n'avons pas le groupe relais, en raison de la taille qu'il requiert, la puissance requise pour que le groupe relais soit installé, celui qui était en place soit réparé. Les budgets ne suivent pas. Donc nous adaptons en considérant que les mécanismes mis en place vont accélérer, contribuer à l'amélioration des dispositions pratiques que nous prenons. Pour ce qui concerne l'ascenseur, vous ne serez pas comme usager le seul logé à cette enseigne. Quand il n'y a pas d'ascenseur, c'est pour tout le monde, y compris les ministres. Mais nous travaillons à améliorer le système. Très bien. Les questions des internautes me sont parvenues. Il y en a plusieurs. Nous n'avons pas le temps de les parcourir toutes. Celle que je choisis, Monsieur le ministre, vous y avez déjà répondu. Cela ne m'empêche pas de vous la reposer parce que je l'aime bien. Je la lis. Monsieur le ministre, il se dit que la corruption gangrène le travail de vos collaborateurs. Le savez-vous? Que faites-vous pour gérer ce fléau? Merci pour la question. Je réponds en quoi? 3 points clés. La corruption est une réalité que l'on ne saurait d'abord contester. Mais c'est un phénomène général. L'environnement que nous connaissons. Premier point. Là, combattons-nous cette corruption? Oui, j'ai répondu, je l'ai indiqué, un dispositif a été mis en place, nous maintiendrons ce cap-là. Est-ce que les sanctions qui sont prises, quand je parle de combattre la corruption, sont suffisantes? En troisième lieu, pas encore. Nous maintiendrons ce cap en renforçant la tendance, en travaillant sur 2 registres, fixer des normes de référence pour pouvoir évaluer, sanctionner ce qui n'est pas conforme aux règles, aux normes, le comportement déviant, et avoir la main lourde. Pour ce qui concerne les collaborateurs, j'aime à vous dire sur ce terrain, pour la restauration de l'autorité de l'État, je n'ai pas d'état d'âme. Pour la sanction des comportements déviants, je n'ai pas d'état d'âme. Je suis porté plutôt à faire exemple. Y compris vis-à-vis des autorités administratives. Je voudrais, au niveau du gouvernement, considérer en travaillant avec mon collègue de l'administration territoriale, nous allons œuvrer pour qu'il y ait une conjugaison des effets de nos actions respectives, lui sur les autorités administratives et moi sur les personnels relevant de mon autorité. Nous sommes en synergie et nous allons continuer à le faire. L'espoir fait vivre, Monsieur le ministre. Je vous propose une dernière pause avant de mettre terme à cette conférence. Je suis désolé, tout le monde ne peut pas parler.
Cameroon, a land of opportunities. To guarantee the economic, social and cultural attractiveness of our communities, government authorities in collaboration with the decentralized territorial communities, stakeholders from the private sector and the populations are bound to act together. Under the impetus of the Kribi Urban Council, participate in the Economic and Local Development Stakeholders Fair, SIDEL, from the 3rd to the 11th of December 2022 in Kribi on the shores of the Atlantic Ocean. Take advantage of 10 days of discussions, partnerships, exhibition and visibility of your know-how. For more information, contact the event management firm Mon Communicateur on 677-886322 or click on www.sidel.cm. Salon des acteurs économiques et du développement local. Ensemble vers l'émergence. Les conférences prévues demain, il y en a une consacrée au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, une deuxième consacrée au Fonds spécial d'équipement public et d'intervention intercommunale, le FEICOM, une troisième, une conférence du Bureau national de l'État civil, le BUNEC, et une quatrième, la conférence du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le MINEFOP. Monsieur le ministre, je voudrais vous donner la parole pour le mot de la fin avant de vous citer quelques-uns des partenaires du SAGO que l'organisation souhaite remercier. Merci, monsieur Alain Belibi. Je réponds tout go à cette réponse, à cette question précise. Quel est le numéro vert? C'est le 1527. Nous l'avons annoncé. Nous devons nous adapter aux possibilités et contraintes de Camtel. C'est un numéro en cours d'installation avec le concours de Camtel. Et renouveler mes remerciements pour vous tous et souligner en quoi nous œuvrons pour une mobilisation collective des collaborateurs, services centraux, services déconcentrés, mais surtout de tous les citoyens, de vous tous, pour que la lutte contre la corruption au sens large, mais tout ce que nous relevons comme insuffisance dans les procédures actuelles, que cette lutte soit véritablement collective. Et je voudrais vous assurer de ma détermination et de ma disponibilité en remerciant ceux qui viennent, ceux qui établissent des contacts. Mes collaborateurs savent que nous travaillons dans le sens de communiquer, expliquer. Nous continuerons à le faire. Nous serons toujours disponibles. Je renouvelle mes remerciements, et en particulier, bien sûr, au SAGO. Alors, les remerciements du SAGO au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, à la Société anonyme des brasseries du Cameroun, à la Compagnie fermière du Cameroun, à l'Institut supérieur du management public, au club Dias Invest 237, à la mission de promotion des matériaux locaux, la MIPROMALO, à l'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et insertion des jeunes dans les collectivités, à la SARL à Zogo et à Bless Computer. Merci pour votre disponibilité, Monsieur le ministre. Merci d'avoir compris les préoccupations qui ne sont pas toujours agréables à entendre, qui ont été exprimées dans notre Vox Pop, dans la salle et par les internautes. Et à ceux qui n'ont pas pu poser des questions, je crois que le numéro vert pourrait servir à interroger le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires sociales et des Affaires foncières. Merci, mesdames, messieurs, pour votre très aimable attention. Bonne fin d'après-midi, bonne soirée, bonne nuit et à demain. Merci.